The Strength Way Podcast. Strength Way Podcast. Strength Way Podcast. Relentless strength systems in the human movement therapy. Bienvenue sur The Strength Way Podcast, le premier podcast français dédié à la force. Je suis Victoria de The Human Movement Therapy et on anime ce podcast avec Florent de Relentless Strength System. On a un épisode particulier aujourd'hui. On a 3 invités. Youssouf El Adlani, coach de force athlétique que vous connaissez certainement, et 2 de ses athlètes, Pierre Renaud et Noémie Alabert, qui reviennent avec un beau palmarès. Noémie Alabert, athlète en moins de 52 kg, qui revient avec 3 titres de championne de France, championne d'Europe et championne du monde, qui a enchaîné ces 3 échéances avec brio, et Pierre Renaud qui revient avec un record du monde au terre, avec 338 kg et demi en moins de 83 kg. Et pourtant, ce sont 2 athlètes qui connaissent de nombreuses difficultés physiques et qui, malgré tout, ont réussi à s'adapter avec l'aide de leur coach Youssouf El Adlani pour dépasser ces problématiques et tout de même parvenir à revenir avec de belles médailles. Donc on trouvait ça très intéressant et on a décidé de les inviter tous les 3 pour discuter un petit peu des adaptations qu'ils avaient mis en place, de la manière dont ils avaient géré la succession de ces échéances, notamment pour Noémie, et de la manière dont ils avaient composé avec leurs problématiques physiques et parvenir quand même au très haut niveau. Donc, avant de démarrer le podcast, vous pouvez retrouver Victoria sur son Instagram The Human Movement Therapy ainsi que sur son site web www.thehumanmovementtherapy.com pour avoir du contenu autour du mouvement et de la santé ou pour tout simplement recourir à ses services. Elle propose aussi des live classes pour ceux que ça intéresse tous les dimanches. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les live classes qui ont plusieurs thématiques sur sa page Instagram. Vous pouvez retrouver mes services de coaching en powerlifting sur www.relentlessstrengthsystem.com et vous pouvez retrouver du contenu basé autour de la force athlétique sur ma page Instagram flow.blnc. Et sur ce, on vous laisse apprécier le podcast. Donc, Noémie, Pierre, Youssouf, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le podcast. Donc, Youssouf, on te présentera pas aujourd'hui pour ceux qui connaissent pas trop Youssouf. On vous invite à écouter les podcasts qu'on a fait avec Youssouf, Alexis et Mehdi. On a fait 2 podcasts où on présente OPT et où Youssouf se présente. Si vous êtes un peu plus intéressé sur son parcours d'athlète et de coach, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Noémie et Pierre et comment Youssouf travaille avec eux. Donc, si vous pouvez vous présenter, Noémie et Pierre, en premier lieu, on va commencer par toi, Noémie, si tu veux bien. Du coup, je m'appelle Noémie, donc je suis en équipe de France de force en moins de 52 kg depuis 2017. Donc là, je fais ma 5e année, il me semble. Et du coup, je suis coachée par Youssouf depuis un peu moins d'1 an. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Après, au niveau du palmarès, j'ai fait... donc avant, j'étais en moins de 47, donc là, je suis passée en moins de 52 depuis 2019. Depuis fin 2019, donc j'ai fait championne d'Europe en moins de 52 en 2019. Après, il y a eu l'année blanche avec le Covid. Ouais. Et ensuite, j'ai fait championne du monde en moins de 52 en septembre. Championne de France en juillet et championne d'Europe, du coup, à nouveau en moins de 52 il y a quelques semaines. Ok. Et est-ce que tu vis de la force ou est-ce que tu fais autre chose dans la vie? Tu fais un travail ou est-ce que tu arrives à vivre de la force tout simplement? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, on ne va pas dire que j'arrive à vivre de la force parce que c'est quelque chose qui est assez aléatoire. En fait, ça va dépendre déjà si on performe ou pas. Il y a des primes à la performance qui sont données par la fédération. Par exemple, tu fais championne du monde, tu gagnes 2 000 €. Après, tu as des subventions au niveau de la région, au niveau de la ville, au niveau du département. Mais ça va vraiment dépendre déjà des performances que tu fais, des podiums que tu fais. Donc, il y a une année où tu peux gagner, entre 15 000 et 20 000 € par an. Il y a des années où tu peux gagner, 3 000, tu vois. Donc, c'est assez aléatoire. Donc, on ne peut pas dire qu'on en vit, mais ça peut être un bon bonus par rapport à un travail que tu fais à côté, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, tu travailles. Là, j'ai vu que tu étais en train de monter une salle avec Kevin, mais est-ce que tu continues à travailler à côté ou qu'est-ce que tu faisais comme travail à côté de la force? Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une agence de com à Troyes. Et en fait, j'ai démissionné il y a 2 ans
pour m'installer ici dans le sud de la France, donc à Cavalères-sur-Mer. Donc là, je ne travaille pas depuis 2 ans. Ok. Et en fait, là, mon but, c'est d'ouvrir la salle à Cogolin. Mais je pense que moi, je vais travailler à côté pour essayer de pouvoir faire les deux. Je pense que Kevin, lui, sera plus à la salle et moi, je serai plus, si j'arrive à trouver un travail à côté, dans la communication, parce que c'est ce que je fais à la base. Okay. Donc, je pense que dans un premier temps, en tout cas, ça va être difficile de vivre tous les deux dans la salle. Okay. Parce qu'il y a le loyer à payer, etc. Donc, et si un jour on peut, on travaillera tous les deux dedans. Mais pour l'instant, moi, mon but, c'est de trouver un travail ici dans le sud, dans la commune, de m'entraîner le soir et voilà, dans un premier temps. Ok, donc en fait, les revenus que tu as avec la force, c'est vraiment un bonus pour toi. Ouais, c'est ça. Même si tu avais en soi des primes à la performance de manière hyper régulière, ça serait quand même pas suffisant parce qu'il n'y a pas des échéances assez fréquemment. Et en soi, les sommes, elles sont assez… j'ai 2000 € par-ci par-là, c'est bien sur le moment, mais en soi, ça ne te permet pas de vivre. C'est ça, puis je pense que pour en vivre, c'est assez stressant parce que tu es obligé de performer. Si par exemple, au lieu de faire championne du monde, tu fais vice-championne du monde, tu gagnes, je crois, 1500, tu vois, au lieu de 2000 ou 2000 €. Enfin, voilà, je pense que c'est bien, mais après, derrière, il ne faut pas souper, il faut performer, il faut faire un podium parce que sinon, tu n'as rien, quoi. Ok. Du coup, on va passer à toi, Pierre, si tu peux un peu te présenter. Du coup, je m'appelle Pierre Renaud, j'ai 27 ans. Moi, je suis au club de force de Cesson-Sévigné. J'ai commencé la force toute fin 2016. Okay. Donc, ça fait, on va dire, si on compte cette année-ci, 5 ans comme Noémie. Je suis en catégorie Open moins de 83 kg. Comme ça intéresse beaucoup de monde, tout le temps, j'ai l'impression pour les forceux, ma taille, c'est 1m80. J'ai eu beaucoup ça sur les réseaux pour plein de personnes qui font de la force. Donc, voilà. Demande pourquoi. Au niveau de mon palmarès, c'était ma première échéance internationale, les championnats d'Europe de 2021 en Suède. Et avant, j'ai été champion de France en junior pour la première année de force et 2 fois vice-champion de France en Open moins de 83. Okay. Et au niveau de mes plus grosses performances, du coup, c'était au championnat d'Europe avec un total à 743,5 kg avec le record du monde au soulevé de terre à 338,5 kg. Ok. Et du coup, pour la partie personnelle ou professionnelle, je suis kinésithérapeute diplômé d'État. Mon statut, c'est remplaçant. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de cabinet fixe. Je remplace les personnes en fonction de leurs besoins, des arrêts maladie, congés maternité, Covid actuellement, par exemple, beaucoup. Et ça me permet, c'est un petit peu plus stressant, il y a moins de sécurité dans le travail, mais ça me permet de beaucoup plus facilement en fait, gérer aussi mes périodes de pause. Je peux en avoir des périodes de pause forcées, mais ça me permet aussi de gérer mes périodes de pause par rapport à l'échéance, de me dire, par exemple, avant une compétition, de prendre 2 semaines, j'ai juste pas à bouquer de travail et du coup, ça me permet de me reposer parce que c'est des horaires assez contraignants et une grosse journée, on en sort quand même pas mal fatigué et du coup, il y a des contraintes dont parlera certainement Youssouf par rapport aux entraînements derrière. Juste par curiosité, quand tu fais tes remplacements, tu es sur une même localité ou tu bouges et tu dois changer de salle à chaque fois pour tes entraînements? Là, actuellement, comme j'habite à côté de Rennes, je reste en fait à peu près dans un rayon de 30 minutes de véhicule en fait, du point d'entraînement de ma maison. Okay. J'ai du coup un home gym aussi. Okay. J'essaye parfois d'aller quand même à mon club de Cesson-Sévigné quand par exemple je m'entraîne du coup directement à Rennes, enfin que je travaille à Rennes, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement pour avoir du travail de devoir me déplacer. Ça peut être en Bretagne et du coup évidemment je cherche à avoir aussi une salle dans mes critères de 30 minutes où l'été ça va être complètement différent, je vais vraiment partir beaucoup plus loin et là on rapproche les bouts avec soit des salles de force si j'ai vraiment de la chance, soit des salles d'haltérophilie, soit après du commercial qu'on connaît tous, Basic Fit, Fitness Park, etc. Ok, du coup, c'est très, très, très aléatoire. Ouais, c'est aléatoire, mais après, il suffit de mettre des critères de recherche et au final, on s'en sort toujours. Il y a toujours une possibilité de pratiquer lorsqu'on souhaite le faire. Ok. Et ça fait combien de temps tous les deux que vous êtes coachés par Youssouf, du coup? Enfin, toi, Noémie, tu as commencé depuis quand? Moi, c'était juste après le test match chez l'Eco, donc c'était fin février, début mars de cette année. Non, 2021. Ok, d'accord. Et toi, Pierre?
Moi, c'était pendant le premier confinement du Covid, donc ça doit être avril 2020. Ok, donc ça fait plus longtemps alors que tu travailles. Ok. Du coup, on va basculer sur un peu la première thématique du podcast où j'aimerais savoir un peu tous les deux les difficultés physiques en fait que vous pouvez rencontrer. Donc, on va commencer par toi, Noémie, si tu peux en parler. Parce que je me souviens que tu avais fait t'avais fait un post là-dessus où tu avais montré une imagerie de radio. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et de ce que ça implique un peu au quotidien dans ton entraînement, si ça te cause des douleurs, des choses comme ça? Donc oui, j'avais fait un post, alors j'aime pas trop en parler. En gros, je suis née mal formée, donc je suis désolée, c'est un sujet que j'aime pas du tout aborder. En gros, je suis née mal formée, donc j'ai des problèmes de dos et j'avais une jambe plus grande que l'autre de 5 cm et je me suis fait allonger en fait la jambe à mes 14 ans. Et donc du coup, j'ai plus du tout ce décalage, si vous voulez, entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Il y a encore 1 cm, mais c'est très léger. Et donc, j'ai toujours un gros décalage entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Ma jambe gauche, si vous voulez, elle est atrophiée. Enfin, j'ai presque pas de muscle sur cette jambe gauche-là par rapport à ma jambe droite. Et en fait, au moment où j'ai commencé la force, il y avait certains mouvements que j'aimais pas trop faire par rapport, par exemple, le squat barre haute. En fait, ça me faisait vriller complètement. Pareil, un petit peu aussi avec le sumo deadlift. En gros, des fois, ça décollait que d'un côté. Et en fait, je finissais le mouvement d'un côté et de l'autre côté, ça restait tanké en bas. Donc, voilà, j'ai surtout eu des problèmes au niveau du dos. J'ai une hémivertèbre en moins. Et après, il y a toujours ce décalage en fait, entre ma jambe gauche et ma jambe droite qui me cause aussi des douleurs de hanche assez souvent. Et donc, voilà, c'est surtout... des douleurs au niveau de la hanche. J'ai plus du tout de douleurs au dos parce que je pense que le soulevé terre justement m'a permis de renforcer mon dos. Okay. Mais au niveau de mes membres inférieurs, c'est surtout là que j'ai des douleurs. Ok, d'accord. Et du coup, pour toi, Pierre, du coup, avec quoi de ton côté, avant de commencer avec Youssouf, avec quoi tu composais un peu comme problématique? Je composais avec en fait une problématique qui nous suit là depuis tout le temps et qui sera toujours présente aussi parce que c'est pareil, il y a une malformation qui n'est pas congénitale mais qui est acquise. J'ai eu une fracture de fatigue en fait de l'ischio, donc c'est relativement rare mais en force ça arrive en septembre 2019 et vu les symptômes en fait ça a été très très longtemps malheureusement en fait on l'a pas supposé. On partait sur une déchirure. Soit une déchirure proximale ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été pris en charge qu'à partir de mai 2020, donc un mois et demi après le début avec Youssouf. Et ça nous a handicapés du coup pendant 4 mois parce que j'ai eu 4 mois d'arrêt total au niveau des jambes. Même en fait, le vélo et tout, je ne pouvais pas en faire. Ils ne voulaient pas que je fasse des marches trop longues au niveau du dock. Et ça a été long à récupérer. Et là, maintenant, j'ai encore des douleurs sur ça. Et le problème, c'est que la déformation acquise maintenant, c'est que j'ai un conflit antérieur de hanche. Et du coup, qui va, qui vient, il est toujours présent. Je suis toujours plus douloureux. Donc, surtout sur les squats, dès que j'ai des grandes flexions de hanche. Squat et par exemple, sur les exercices accessoires, ça va être le BSS ou le leg press. Là, je vais vraiment avoir, un peu comme Noémie, du coup, des gros écarts de force et des gros écarts aussi de tolérance, en fait, à ce mouvement-là. Et c'est toujours présent et ça le sera toujours vu que c'est une déformation. Maintenant, on arrive à composer avec en gérant en fait le stress sur la hanche, que ce soit au niveau surtout du squat ou du deadlift. Youssouf parlera en fait sur la mise en place de ce qu'on a fait et pour l'instant, ça tient très bien, même vu que j'ai quand même vachement progressé sur mon squat in fine et on arrive toujours aux échéances avec un niveau de gêne qui est moindre en fait par rapport à la période de prépa. Juste par curiosité, après Noémie, tu n'es pas obligée de répondre du coup, mais c'est plutôt permanent ou c'est genre des phases de crise? En gros, tu as des périodes où ça va et puis des périodes où ça revient.
ou c'est stable? Ou est-ce que genre ton seuil à la douleur, finalement, parce que ça fait tellement longtemps pour toi, il s'est un peu, il a augmenté et du coup, il y a des moments où finalement tu te sens plus vraiment, quoi. En fait, moi, j'ai remarqué que ça dépendait aussi de ce que je faisais à côté, si je marchais beaucoup ou des choses comme ça. Mais après, au niveau de l'entraînement, maintenant, je pense que je me suis habituée. Mais si je force, entre guillemets, un peu trop, j'ai plus de douleur. Mais je sais pas, je pense que ça vient surtout de la marche, en fait, si je marche beaucoup, si je marche pas. Du coup, soit je boite et soit je boite pas. Et après, ça se répercute un petit peu sur mon entraînement. Ok. D'accord. Et toi, Pierre? Et toi, Pierre, je voulais savoir, est-ce que il y a des mouvements que tu n'arrives pas du tout à faire, du coup, par rapport à la problématique que tu as? Alors, pas du tout à faire, non. Mais où il y a des gros écarts, ouais, carrément. Le BSS, je perds, si je me pousse dessus, je perds 30%, Ok. au moins 30-35% en fait de force. Et aussi, c'est pas uniquement de la force, c'est qu'en fait, dès que je commence à charger dessus, je sens que je peux le faire, mais j'ai un pic de douleur qui arrive et du coup, je lâche. Donc, j'ai tout ce qui va être shift, un petit peu du coup comme Noémie. Beaucoup de shift au niveau des hanches en basculant tout sur ma jambe droite. Il y a une petite amyotrophie à gauche qui est mesurable. Mais j'ai pas de mouvement impossible. Mais il y a des mouvements qui sont douloureux et ça impacte aussi dans la vie du quotidien. Là, être assis, je sais que ça me gêne, mais maintenant, je le tolère mieux quand même. Si tu veux te lever pendant le podcast, tu peux, te sens pas forcé Non. de souffrir. Non, c'est des gènes qui sont tolérables. C'est comme si on avait un caillou dans la chaussure, mais tant qu'on marche pas dessus, on sait qu'il est là, mais c'est pas grave. Mais à l'effort, ça peut très vite être gênant. Ok. Du coup, là, globalement, enfin, quand même, les problématiques que vous rencontrez, c'est pas rien. Du coup, on est assez intéressé, Youssouf, de savoir comment toi tu t'adaptes dans ton travail de coach et comment tu composes avec ça en termes de programmation pour que les deux puissent performer à fond, en gros, parce qu'ils font quand même ils font du haut niveau, quoi. Bon, je vais essayer de faire un truc plus ou moins réfléchi, organisé, et pas me disperser dans tous les sens. Mais en commençant par Noémie. Alors, l'avantage avec Noémie, c'est que... Alors, j'aime bien prendre la phrase qu'il dit Kevin souvent. C'est que malgré ce qu'on voit, Nono, c'est une grande débutante. Mais pas sur du SVD. En gros, sur du squat, bench et soulevé de terre, c'est une fille qui se connaît très bien. Et sait très bien gérer son corps et sait très bien adapter des petits détails si besoin. Par exemple, il y a quelques temps, juste après les mondes, ou après les francs, je ne sais plus, elle avait eu mal. Elle a dû resserrer sa stance au squat, mais elle a fait toute seule pour éviter d'avoir des problèmes aux hanches. Et du coup, on a continué à la préparer dessus. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire, elle l'a fait toute seule et on a réussi à garder le même volume d'entraînement qu'on avait avant, malgré les douleurs qui étaient sorties, sur toute la prépa, juste avec ces petits détails. Et c'est un détail qu'elle a changé absolument toute seule. Donc voilà, sur du squat bench sous les terres, elle se connaît beaucoup, donc ça c'est cool parce que les feedbacks ils sont souvent très pertinents et tout. Après, le problème, le gros problème de Noémie, c'est les exos de renfort. Alors, elle a très peu de pratique dessus. Elle n'a pas beaucoup de coordination en soi sur des mouvements qu'elle ne connaît pas. Du coup, dès qu'elle découvre quelque chose, elle ne sait pas effectivement le réaliser d'une façon efficiente. Contrairement l'inverse du squat, bench et soulevé de terre. Et en plus, on dirait mon elle conseil. n'aime pas trop ça. Moi, je fais des trucs, c'est pas bien. Ah, mais je découvre petit à petit. En fait, tous les mois, chaque fois que je la vois, j'apprends des choses aussi. Donc ouais, il y a des exos de renfort qu'elle faisait pas parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise dessus, elle ne s'était pas en confiance, elle ne savait pas les faire et tout. Et du coup, elle avait un peu des blocages là-dessus. Or, je pense que ça va être un des facteurs principaux de progression pour elle, que ce soit pour compenser ses déficits unilatérales justement au niveau des jambes, ou tout simplement qu'il y ait de l'amplitude de mouvement ou dans des angles qu'elle n'atteint pas souvent parce qu'elle a quand même des leviers assez favorables pour le squat halter. Donc forcément, des grandes amplitudes de mouvement, elle n'est pas habituée à forcer dessus et ça lui ferait un gros avantage en termes de santé et en termes de force générale qu'elle peut développer. Mais du coup, niveau programmation, ça n'a pas été trop compliqué dans le sens où, malgré, avec ces petits blocages qu'il y avait sur les renforts et que du coup, on n'a pas trop pu progresser dessus, même s'il y a eu des améliorations sur certaines choses.
le simple fait de gérer le volume et la fréquence du squat bench terre, ça suffit à ce qu'elle puisse arriver en compétition de façon optimale, on va dire. En plus, elle a un gros mental pour ça et personne ne peut rien lui reprocher. On sait que quand il y a une échéance, elle sera présente, donc ça, c'est cool. Mais du coup, ouais. Une question sur les assistances. Du coup, tu as une stratégie ultra fixe, j'imagine, vu que l'introduction de nouveaux exercices peut être problématique. Tu as gardé, j'imagine, une base d'assistance identique que tu maintiens pour qu'elle puisse développer plus de confiance et de repères, entre guillemets, ou tu as tendance à changer parce que justement, ça l'a fait chier. Là, j'ai touché un sujet sensible, je sens. Désolée. Vous réglerez en backstage les problèmes après. Disons que le problème, c'est que en soi, j'ai jamais essayé de rentrer des choses compliquées. Un renfort, c'est déjà qu'elle commence à en faire et qu'elle commence à... Même les muscles qui commencent à avoir une résilience dessus, parce que forcément, quand tu n'as pas l'habitude d'en faire, ça te génère une fatigue énorme par rapport à ce que tu faisais avant. Ok. Mais ouais, il y a eu des grosses périodes où elle, sans que je sache, elle ne les faisait pas. Non. Donc forcément, au final, la progression, elle n'a pas été trop là. Même si c'est des trucs basiques, on n'a pas trop pu progresser dessus. Mais donc ouais, ça restait quand même des trucs assez basiques. Juste, mais par exemple, là, il y a 2 jours, j'étais chez eux et on a travaillé un peu sur des tirages, un peu sur le positionnement bench parce qu'on voudrait régler quelques trucs au coucher qui jusqu'à maintenant, j'expliquerai après pourquoi je n'ai pas trop touché. Mais elle n'arrive pas en soi à volontairement activer ses dorsaux. Tu lui fais faire un banc pull apart ou du tirage. Tant qu'elle truc, il ne te force pas à activer tes dorsaux, ce n'est pas elle qui va réussir à les activer d'elle-même. Okay. Donc, il y a un petit problème de connexion neuromusculaire. Et pareil sur les benches au niveau du setup, même si j'ai corrigé un peu son setup il y a 2 jours, pour essayer de déprimer un peu plus les épaules. Ouais, envie de déprimer. Déprimer, t'inquiète pas, Youssou, ça fait 4 fois que tu me sens. Des fois, je mélange italien et français, c'est un bordel. Mais du coup, voilà, elle arrivait à se mettre dans une bonne position, mais ce n'est pas pour autant qu'elle arrivait à activer les muscles pour rester dans cette position. Donc voilà, là, il va y avoir un travail de renfort et juste d'apprendre à utiliser son corps dans plusieurs angles et plusieurs mouvements différents pour après pouvoir les transférer sur le squat bench terre. Ok. Et Noémie, vas-y. Du coup, ça m'entraîne sur une autre question. Comment, Noémie, sur ce point-là, en fait, tu as vécu le changement de coach dans le sens où, enfin, je ne critique pas une approche ou l'autre, mais Panagiotis et Youssouf, ils n'ont pas la même vision de l'entraînement ou la même façon de faire. Donc, ça a été, là, on peut voir que tu as intégré du renfort, donc ça a été différent. Comment toi, tu as vécu ça en tant qu'athlète, tu vois? C'est vrai que déjà, avec mon ancien coach, je ne faisais jamais de renfort. Et il me demandait jamais d'en faire. Donc, il me reprochait pas de ne pas faire de renfort. En fait, il était vraiment basé sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour moi, moi, ce que j'ai ressenti après avec ces autres athlètes, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il m'a jamais demandé de faire du renfort et il m'a jamais dit mais c'est pas bien, il faut que tu fasses du renfort. Donc, lui, il était vraiment basé sur le squat, le développé couché et le terre. Et pendant 2 ans, parce que j'étais coachée pendant 2 ans par lui, en fait, j'ai intégré un automatisme où je faisais juste mon SBD et c'était réglé, quoi. Je rentrais chez moi. Et en fait, c'est difficile maintenant de faire sa séance et de se dire putain, j'ai encore mon renfort à faire, quoi. Et du coup, j'ai encore du mal à avoir cet automatisme-là. Mais ça commence à venir. Ça commence petit à petit à venir. Bon, je fais pas tout à 100%. Il y a des trucs voilà, je zappe. Mais voilà, ça commence à venir et je sais que ça va me faire du bien justement par rapport à ces problèmes de hanche, etc., de faire de l'unilatéral. Et je sais qu'il faut que je le fasse, je sais qu'il faut que je travaille sur ça, mais voilà, ça a encore un petit peu de mal à démarrer parce qu'après un squat, un terre ou un bench, j'ai pas envie de faire mon renfort. En fait, j'ai envie de... Voilà, j'ai fait 3 heures de séance, ça me saoule, j'ai pas envie de continuer, mais je sais que c'est pas bien, il faut que je le fasse. Voilà. Et juste par curiosité, tu avais fait autre chose plus jeune ou avant la force, tu as fait d'autres types d'activités ou tu n'as rien fait du tout? Je faisais un peu de muscu. Donc, il y a certains, justement, j'ai un petit peu
un back-off de muscu. Donc, je connais les exercices en plus, mais ouais, c'est plus de la fainéantise en fait. Maintenant, en fait, pendant 2 ans, j'ai fait que de la force et du coup, j'ai envie de faire que de la force. Et ouais, j'ai pas envie après 2 heures, 3 heures de séance de faire ma muscu, mais à tort, parce qu'en plus, on en a fait vendredi avec Youssouf et là, j'arrive plus à marcher. Je me dis comment on peut faire un squat à 150 et ne pas avoir de courbature et faire un Bulgarian à 10 kilos et plus marcher. Donc voilà, mais je sais que ça va me faire du bien. Je vais. Donc, tu as pris plaisir quand même il y a quelques jours à faire ton renfort. 5 fois 10 secondes. Un début de plaisir. Voilà, un début. Du coup, ça fait combien de temps là concrètement que tu t'es plus ou moins mise à faire ton renfort de façon plus ou moins consistante? Alors, je vais déjà dire une chose à la place de Noémie, c'est qu'avec l'accès en salle et le Covid, c'est aussi qu'elle avait peu de choix de matériel pendant longtemps. Du coup, j'avoue, il y a beaucoup d'exos, malheureusement, tu ne peux pas trop les remplacer, même si tu essaies de mettre des trucs à la barre, genre du Meadows Rose, etc. C'est vrai que les sensations, les activations, c'est un peu moins évident parfois que sur une machine ou qu'avec une haltère. Et ça devient vite très lourd, ça ne motive pas non plus quand tu ne connais pas les mouvements et que tu n'arrives pas à les exécuter, que tu ne les sens pas. En plus, forcément, ça ne donne pas envie non plus de s'y mettre à fond. Ok. Sinon, depuis quand honnêtement, je ne sais pas, ça doit faire 2 semaines. Je sais pas, c'est vraiment très récent. Ok. Du coup, alors les résolutions de presque de l'année, quoi. je voulais te demander si déjà tu sentais un bénéfice, mais c'est trop court pour le dire. Du coup. Là, j'ai quelque chose à dire en revanche. C'est qu'en vrai, ça dépend parce qu'il y avait certains exos qu'elle faisait déjà avant. Ok. Mais ils étaient restreints, ça on est d'accord. Mais certains le faisaient et il y en a un notamment que je vais prendre souvent un exemple maintenant parce que même si Ephraim fait blablabla, mais le RDL, à un moment, je voulais lui faire du RDL pour la prépa Europe et je me suis dit, si je mets un RPE ou un truc, elle ne va jamais le faire de sa vie. J'ai mis juste après le terre un 2x8 ou un 3x8, je ne sais même plus, à 70 kilos, je pense. On est d'accord qu'il pourrait en soi, c'est rien. Ouais. Mais le fait de faire un pattern, un RDL, on sait plus ou moins tous ici à quel point ça peut avoir de bénéfices sur un terre tradit. En plus, surtout sur une fille avec des leviers comme ça, où sa chaîne postérieure, elle n'est pas énormément impliquée. Ben, je suis sûr que c'est rien qu'à cause de ça qu'elle est arrivée aux Europes avec la meilleure forme moteur jamais vue. Ok. Et ça, c'était tenu. J'avais des vidéos et tout. J'étais très content de ça. Ah, c'était un petit clin d'œil pour te dire fais bien tes assistances parce que c'est grâce à cette plateforme. C'est implicite, mais. Ok. Et du coup, pour Pierre, comment tu t'es. À moins que tu aies encore des trucs spécifiques à dire par rapport à l'entraînement de Noémie. Par rapport à Noémie, non, voilà, à part la gestion du volume et intensité, en soi, on est resté très spécifique sur quasiment tous les mois de prépa ensemble. Justement, il y a plus de variations qui sont impossibles. Les bar squat, les pin press, c'est impossible. Ça crée de douleurs aux épaules. Enfin, il y a plein de trucs. Du coup, pour l'instant, on est resté très spécifique. On a fait quasiment que du 3CT, que du comp bench. Peut-être un moment du stato descente, etc. Vraiment des trucs très, très proches du comp. On a juste géré histoire qu'elle arrive en forme à la complète. Ce qui a quand même payé en soi, parce qu'il y a eu des bons moments de progression, mais pas autant qu'espéré, forcément, parce que tant qu'on ne réglait pas les petits soucis de fond, surtout pour le bench, on aura du mal à dépasser sa seuil, parce que depuis qu'elle s'est blessée à l'épaule, déjà, on ne peut pas dépasser les 3 benches par semaine. Les benches, ils sont assez taxants et tout, donc voilà. Pour l'instant, c'est vraiment purement de la gestion du stress, quoi. Et juste une dernière question, Noémie, tu n'as pas quelqu'un à côté qui te suit régulièrement depuis que tu es toute petite? Tu as un suivi à côté en permanence ou tu n'as pas de suivi? Non, j'en ai plus. Après, en fait, j'ai eu un suivi jusqu'à mes 18 ans. Ok. Et hanches, etc. Et en fait, après mes 18 ans, j'ai arrêté le suivi. Par contre, toutes les semaines, je vais au kiné. Je vais chez mon kiné. Et il m'étire. Et déjà, une petite douleur, on essaye de la traiter. Mais j'ai juste un suivi kiné une fois par semaine. Ok, tu as une toute petite aide à côté. Ok. Et forcément, c'est pas non plus le suivi et les plus adaptés à un sportif de haut niveau en force athlétique, quoi. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait vraiment un staff derrière, parce que c'est quand même pas un petit truc, tu vois. Donc, est-ce que tu avais vraiment une équipe derrière qui gérait ça ou est-ce que finalement, tu étais un peu en autonomie, quoi? Ok. Ok. Et du coup, pour Pierre, Youssouf, comment t'as adapté comment tu t'es adapté en fait depuis le départ et même en chemin, comment tu as dû peut-être te réadapter
par rapport à ce que tu avais mis en place ou... Ah, ben alors, avec Pierre, on a traversé de toutes les phases possibles. Déjà, il est arrivé à moi, du coup, et ce qui est cool avec Pierre, pareil qu'avec Nono sur son SBD, c'est que Pierre, par contre, il a beaucoup de connaissances au niveau du fil. Moi, il est kiné, donc Ouais. il a plein de connaissances dessus. Il connaît bien son corps, il était très sportif toute sa vie. Donc, ça, c'est cool. Niveau communication, ben, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Et il est très carré dessus. Sauf, bon, forcément, pour cette fracture de fatigue qu'on n'a pas vu arriver, en fait, il est arrivé à moi avec des douleurs. Impossibilité de faire du sumo, le squat qui était douloureux, des problèmes d'amplitude et tout. Du coup, ben, j'avoue que pour le coup, normalement, quand tu as quelqu'un qui arrive chez toi qui te dit qu'il a des douleurs, je vais lancer une pique à toute la société, mais on est dans un système un peu fragile, donc forcément, tu te dis oui, c'est des douleurs, mais ça va. C'est rien de bien méchant. Je peux quand même commencer sur une base assez neutre dessus. Et du coup, on avait commencé avec une prog assez classique, avec 2 squats semaine, 2 terres semaine, les bench qu'il fallait et tout. Mais pendant 4-6 semaines, en fait, même si on commençait pas lourd, on commençait pas avec un volume monstrueux, quoi, les douleurs restaient là, les gènes venaient dans la vie de tous les jours, quand il était au travail, quand il était par-ci, par-là. Donc, sur les premières 6 semaines, je ne sais pas combien de fois j'ai dû adapter la prog, mais pas beaucoup, 2 ou 3, mais juste pour voir, faire des petits tests et tout. Je ne sais même pas si à un moment on avait 3 squats semaine, mais avec 2 vraiment légers, un front squat parce que c'était la variante qui lui faisait le moins de mal c'est ça. et qu'on arrivait plus à faire. Mais c'était vraiment pareil, je me suis dit, on part sur un truc de base, juste je vais gérer volume, stress, etc. Mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Du coup, il a fait des tests et là, on a vu qu'il avait une fracture de fatigue. Donc, forcément, là, ça faisait chier parce qu'on voulait préparer la saison d'après. Et à ce moment-là, on s'était dit que c'était un peu foutu. On a essayé de tenir le coup. Du coup, on s'est focus sur le bench pendant quelques mois. Bon, ça, rien de spécial dessus. Cette période-là, ça avait bien aidé. Niveau technique au bench, ça avait bien progressé. Ça, c'était cool. Et dès qu'on a pu reprendre le squat, on a fait le truc le plus bateau qui puisse être. C'est faire un squat semaine, très peu de volume dessus, très peu de stress, en gros. Au début, même pas d'intensité. C'est juste histoire de reprendre le squat. Et essayer d'insérer petit à petit un peu de volume sur leur info. Et alors, vraiment des trucs légers aussi. Pareil, je ne sais pas si je te mettais un 3x20 bulgarienne PDC, des trucs comme ça. Beaucoup de travail d'ischio, du nordique, du leg curl quand il était en salle. Parce que pareil, quand tu n'es pas en salle et que tu n'as qu'un home gym avec une barre et des haltères, c'est compliqué de faire des exos à très bas stress sur ces zones-là qui sont d'isolation. Des leg curls élastiques en poisson, même si l'élastique n'avait quasiment pas de résistance, des trucs comme ça, quoi. On essayait de pallier un peu comme on pouvait. Et déjà, le sumo, on n'a pas fait depuis. On avait essayé à un moment, justement, dans les premières 6 semaines, en partant des blocs, je crois, et pareil, c'était impossible à gérer, donc tant pis, même si c'était plus fort en sumo. Et du coup, en partant de là, au moment où il est revenu et qu'on devait préparer la saison, on a juste fait les strict minimum petit à petit, un squat par semaine, 2 terres tradis, les benches continuaient sa progression tranquille, même s'il avait un peu subi la réinsertion de squat et terre forcément au moment de la planif. Et à partir de là, on a fait plusieurs tests. Dès que la douleur allait un peu mieux, on essayait soit de monter un tout petit peu de volume au squat, soit d'insérer un deuxième squat en front, pas trop lourd ou quoi, juste pour augmenter un peu, voir si la zone tenait un peu plus pour l'habituer petit à petit en augmentation. Et à chaque fois, en fait, ça durait très peu et ça retombait. Ouais. Donc, c'est pas trop faisable. En fait, dès que ça passait 2 semaines, les douleurs augmentaient. Il est arrivé sur son squat principal et c'était une catastrophe. Gros shift, manque de tension, manque de descente, rien qui allait. Et en plus, ça influençait aussi son mouvement de prédiction qui était l'éther. Donc, c'était vraiment du négatif, quoi. Donc, on s'est dit, je crois qu'on s'est dit ça au bout de 3-4 mois pour préparer l'année d'après. Parce qu'à la base, les France, c'était je ne sais plus quand c'était en mars. Et du coup, à la base, on devait les préparer. Après, ça a été décalé à cause du Covid. On est resté à un squat par semaine. Et depuis, on est à un squat par semaine. On est resté à 2 terres et 3-4 bench selon la période. Okay. Et les squats, c'était style un top 7 et un 2x2, un 3x2, un truc du style. Mais depuis des mois et des mois, c'est quasiment la même chose. Ouais, ça change d'une rep, ça change d'une série, mais ça reste quasiment tout le temps que du comp squat et très très peu de volume, très très peu d'intensité. Sauf dans les périodes de préparation en compétition, où heureusement on s'est rendu compte qu'en soi, montant sur du lourd, tant que ça restait pas beaucoup, du style faisait une single à RPE 6, 7, 8, 9, peu importe, et des back-off à 3x2 à entre 190 et 210, ça allait.
On est arrivé à mitiger le truc et avec une semaine d'écart entre un squat et l'autre, il n'avait pas des douleurs qui augmentaient du moins. Sauf dans des périodes où le terre montait aussi, mais c'est resté des gènes assez gérables. Et à partir de là, forcément, du coup, au début, en plus, le focus, c'était le total pour les France, parce que depuis le début, Pierre, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il voulait aller à l'international et que c'était son objectif principal, avec forcément le record du monde qui était son objectif ultime. Du coup, on a gardé juste ça. À partir de là, c'était assez simple. C'était pareil qu'on a mis juste de la gestion du volume et de l'intensité. Au squat, il n'y avait pas beaucoup de volume, mais il fallait le gérer quand même. Et jusqu'aux France, où il a fait son pair au total, où il est arrivé avec un pair au squat en compétition. Il y avait que le bench qui réagissait mal aux 2 premières compétitions, malheureusement. Et le terre, il allait toujours aussi très bien, donc ça, c'était cool. Dès la première compétition, vraie compétition ensemble, on a réussi à gérer son pic, donc ça, c'était sympa. Après, du coup, j'ai repris le même schéma. Il a marché, donc pourquoi changer? On a repris le même schéma pour les tests de sélection, où chacun son avis s'est fait un peu piquer son match au squat. Et du coup, on a dû forcer, ce qui n'a pas marché. Mais il a quand même pu être sélectionné pour les championnats d'Europe. Et à partir de là, par contre, vu que même si Pierre commençait à se faire prendre par l'adrénaline d'aller au championnat d'Europe, on a bien posé les objectifs en disant que le principal, c'était le terre. Et bien, à partir de là, du coup, j'ai vraiment géré le squat au minimum indispensable pour qu'il le maintienne. Du coup, c'était 3 à 4 séries max par semaine et une seule séance. Et on est passé à 3 terres par semaine. Et pour assurer une progression dessus, du coup, c'était une progression sur 6 semaines, plus les 2 semaines du deload, je crois. Si je ne me dis pas de bêtises de tête. Et du coup, c'était une progression linéaire sur le squat sur 6 semaines. Du coup, ça augmentait d'un demi-RPE chaque semaine, histoire que ça monte vraiment tout doucement. On n'avait pas besoin de s'adapter plus que ça. Et au terre, ça a été une progression en 2 étapes de 3 semaines, en changeant un peu le format au milieu de prog. Et voilà, là, c'était juste qu'il arrivait en format terre et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, Et du coup, tu as géré comment la planif sur les 3 terres par semaine? Tu lui as fait faire beaucoup de spécifiques 3 fois ou tu as mis pas mal de variations? alors, laisse-moi la ressortir que je t'ai dit ça exactement, mais c'était pas de grosses variations non plus avec Pierre. C'était des trucs très, très directs, quoi. Alors, il est où le petit Pierrot? Et toi, Pierre, tu as bien encaissé ça s'est passé comment physiquement? Tu as bien encaissé les 3 soulevés de terre? Ouais, franchement, les 3 soulevés de terre, ça va, parce que si je ne me trompe pas, Youssouf va nous redire, mais j'avais un terre lourd. J'avais Okay. 2 comptes terre, un terre lourd, style sur un doublé ou un triplé, et des back-off. Le deuxième terre, c'était sur la réintroduction du SBD, parce que le SBD, on n'en a pas fait ensemble pendant plus d'1 an, à cause du manque de tolérance. Mais c'était quelque chose de très léger, quelque chose comme un 4x4 à 220, mais où là, du coup, ça me permettait d'être vraiment, vraiment ultra, ultra concentré sur mes positions et travailler des petites choses que d'habitude, c'est un petit peu plus dur de travailler quand ça devient lourd. Et ensuite, j'avais une variation, je ne sais plus, là, il va nous dire, mais où ça restait aussi assez léger, en fait. Donc, j'avais vraiment que un gros terre pour qu'on se dise, bon, bah, ok, ça suit sa progression normale. Et après, c'était, même si c'était pas des variations complètement dingues avec des noms bizarres, ça me permettait d'être très technique dessus parce que c'était relativement léger et que ça me faisait du coup progresser sur le comp in fine. Donc, pas de problème. Et j'ai une question du coup. Les 3 terres là, amenées comme ça, c'est toi qui as eu ce feeling à un moment donné où tu t'es dit, si je mets 3 terres, ça va me faire progresser, ou c'est toi, Youssouf, qui a eu cette idée-là et qui t'est dit, on va juste mettre le paquet sur le terre et je vais passer à 3 terres, parce que c'est vraiment un truc pas commun de faire 3 terres par semaine. Je crois que c'était moi. Ouais, c'est Youssouf qui a. C'est ça. On en avait parlé parce que du coup, l'objectif était quand même focus sur le terre. De toute façon, on savait très bien que le squat, c'était intolérable en fait très très vite. Même là, en fait, ça fait que depuis les Europes que je refais du BSS, que je refais de la presse. J'avais quelques exercices d'isolation avant, mais je pouvais rien faire de plus parce que dès que je faisais des vraies flexions de hanches, ça rebrûle direct, quoi. C'est réinflammé direct et tout, donc pas possible. Mais
en fait, sur mon passé, j'avais déjà l'habitude de faire pas mal de terre. Et souvent, c'était 2, voire 2,5 avec quelque chose comme du RDL ou du déficit un peu plus léger. Donc, je pense qu'il y a tout ce qui va être en fait mémoire en fait qui va. Et comme c'est un mouvement qui effectivement me laisse peu de douleur, le fait de le savoir, même si je savais que ça allait être un petit peu plus dur, je l'ai accueilli assez sereinement. Et un truc qui était assez important, on parlait du boulot et tout. Moi, en fait, sur les 5 semaines d'avant les Europes, ce qui a énormément joué, je vois Youssouf qui hoche la tête, ouais, c'est que j'ai travaillé que 2 demi-semaines. Enfin, une 80% et une 30%. Et du coup, ça m'a permis de me focus que sur ça. Et ça a fait direct la diff parce que rien que les jours où j'ai travaillé, donc 80% et 30%, en fait, on voyait que comme c'est des journées à peu près 10 heures, entre 9 et 10h30, debout, à faire les exercices, assis, pas vraiment bien, pas confort, le soir ou le lendemain, c'est toujours des séances moins bien. Okay. Et là, du coup, ça me permet de faire ça. J'ai 2 questions par rapport à ça. Est-ce que tu te sens impacté parce que quand tu fais, je sais pas si tu fais beaucoup de thérapie manuelle ou pas, mais si tu fais du manuel, est-ce que tu te sens impacté sur le grip sur ton terre les lendemains quand tu fais de la thérapie manuelle? Et comment tu manages ça du coup? Et la deuxième question, c'est parce que du coup, tu as parlé du facteur psychologique un petit peu en disant que tu te sentais à l'aise par rapport aux terres d'intégrer vu que tu n'avais pas trop de douleur. Est-ce que tu sens que depuis que tu t'es fait la fracture de fatigue, tu as gardé de l'appréhension sur ton squat ou est-ce que tu as réussi à dépasser ça et c'est juste ta dégène et des fois ça te limite, mais le facteur psychologique, du peur de te reblesser ou de refaire une fracture, il est complètement dépassé? Alors, quand ça va être pour le professionnel, sur tout ce qui va être thérapie manuelle et tout, ça peut me fatiguer un peu, surtout, on va dire, les avant-bras, les épaules, mais ça m'a jamais gêné, en fait, sur le grip. Okay. Ça, même si le soir, je sens que je peux avoir des fatigues et tout, in fine, quand je fais l'exercice en lui-même, ça se passe bien. Okay. Je me souviens pas avoir déjà lâché pour de vrai mes barres, en tout cas à l'entraînement, peut-être une fois ou deux en compète, mais à l'entraînement, non, pas trop. Okay. Et c'était quoi la deuxième question déjà? C'est si tu as gardé un facteur psychologique sur le squat, si tu as de Ah oui. l'appréhension ou si tu as réussi à dépasser ça? Ah, alors, pas du tout. Je flippe à chaque fois que j'ai un squat. Tu flippes à chaque fois que tu as un squat? Ouais, parce que en fait, je sais, ou est-ce que c'est juste un effet nocebo à fond. Je sais que de toute façon, dès que je vais faire un squat, même si là, par exemple, les semaines dernières, il y a eu des petites gênes qui sont revenues, complètement tolérables, n'ont pas d'impact sur le reste de la semaine, mais les gênes, elles sont présentes. La douleur, elle est présente tout le temps. J'ai pas de squat qui se passe sans douleur, quel que soit le moment, même quand je suis au niveau de douleur le plus faible. Donc, il y a toujours cette gêne-là. Après, je sais qu'elles sont là, mais je sais que le problème, normalement, structurel, il a disparu. Et du coup, en tant que kiné, moi, ça me permet de dire, OK, en gros, c'est un petit peu arrête de faire ta chochotte. Tu as une information, mais la structure, elle est faite pour tenir. Donc, vas-y, dépasse-la. Et grosso modo, ça se passe quand même bien à 95% des cas. Ok. Et du coup, là, j'arrive quand même toujours à attaquer, à faire arriver à l'amplitude et tout, sans trop se mettre à la pression, alors qu'avant, quand on revenait vraiment de blessure, là, il avait vraiment des blocages sur la fin du mouvement. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit, Pierre, tout à l'heure, là, quand on parlait de ton entraînement en squat. Tu disais que quasi jusqu'aux Europes, tu ne pouvais même pas faire d'assistance. Du coup, vous avez vraiment construit son squat que sur un volume minimal et aucune assistance derrière. Ouais, et là, moi, les seuls assistances. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez. On en a parlé juste avant, mais c'est ça qui est assez drôle, avoir un tout petit volume, mais vraiment microscopique. C'était pendant 6 semaines, il a dit, c'était un top 7 de single et un 2x2. C'était tout ce que j'avais sur 7 jours d'entraînement. J'avais pas de BSS, pas de front squat, pas de goblet squat. Les seules choses que j'avais en fait sur on va dire, d'assistance au niveau des jambes, c'était du leg curl, du leg extension, un peu de nordique reverse ou un peu de nordique tout court, ce genre de choses. Et c'est tout ce que j'avais. Et aux Europes, je sais pas, quand même, on perd de 2,5 kg. Et le troisième essai passe pas, mais a très peu de choses. Donc, il y a quand même, malgré tout, un progrès sur ça, parce que avec ces choses-là, on arrive quand même à évoluer et à renforcer un petit peu.
pour que ça donne du volume. Et quand même, quand on a un terre qui augmente, même si physiologiquement et anatomiquement, je suis un peu plus fait pour ça, ça aide d'avoir un petit peu plus de force au deadlift pour faire un meilleur squat. Ouais. Tu as senti un transfert un peu quand même malgré tout via ta progression sur les terres? Ouais. Bah ouais, sur tout ce qui va être stabilisation de hanche et tout, à un moment, il faut quand même en avoir au deadlift, même si on est en tradi, même si on est sur un tradi relativement serré, il faut quand même être un petit peu stable au niveau des hanches. Et du coup, tout ce qui va être activation des rotateurs externes, avoir un bracing que j'ai plus de mal à faire au squat qu'au terre, bah, l'améliorer au terre, ça tire vers le haut en fait le bracing au squat. Okay. Puis bon, son squat sur du lourd, c'est quand même vachement chaîne poste et beaucoup d'extensions, beaucoup d'adducteurs, beaucoup de dos. Donc, ça paye. Du coup, là, du coup, t'avais vraiment, enfin, ta progression elle était construite autour d'un squat par semaine, pas d'assistance quasiment, et vraiment un volume minimal. Tu l'approchais comment ta séance mentalement? Genre, quand tu allais faire ta séance, c'était en mode, t'étais à fond ou vu que tu avais de la douleur associée à ça, tu y allais à reculons, tu vois? Non, mais je suis vraiment intéressé parce que quand tu te dis. Juste une parenthèse avant que Pierre réponde, c'est que les Bretons, ils ont quand même une particularité à eux. C'est quoi? Ah, Pierre, c'est quoi? Bah, ça va, les squats, j'ai pas overshoot. Un petit peu. Non, en vrai, au squat, je trouve que ça va parce que du coup, comme je sais qu'il y a des gènes, mais ouais, j'overshoot un petit peu quand même plus au squat qu'au reste. Ce qui peut paraître bizarre du coup parce que j'arrive avec de l'appréhension à la séance, mais le fait d'avoir des si petits volumes, je me dis que ça doit être le plus efficace possible et je reste un petit peu quand même malgré tout et je pense un petit peu au final comme tout le monde à me dire si je mets un tout petit peu plus lourd, si je mets un tout petit peu plus d'intensité, ça va un tout petit peu plus payer derrière. Et du coup, j'arrivais pas mort de faim, j'arrivais moins mort de faim sur mon seul squat de la semaine par exemple que sur mon terre lourd de la semaine. Au vu des objectifs, effectivement des appréhensions et tout. Mais le squat, je l'appréhendais quand même. C'est une vraie séance, c'est la seule séance que tu as. Il faut que ce soit le plus carré possible. Ouais, ok, d'accord. Tu as des trucs à rajouter, Youssouf, sur les adaptations que tu as fait sur les entraînements ou... mais vu que tout à l'heure, vous demandiez pour la prog sur les 3 terres par semaine, ça t'intéressait. C'était les jours 1. Après, du coup, squat bench, et les squats, voilà, il y avait les 3 séries et c'était pas très lourd. C'était du post deadlift sans ceinture, du coup, il le faisait un 4x4 à 210. Tu te rends bien compte que pour lui, c'est pas grand-chose. Ouais. Les jours 2, c'était un doublé, un top 7 et un 4x2 en back-off. Et les jours 3, c'était un x3 en top 7 et des x8 en back-off. Du coup, ouais, c'était quand même un gros volume au terre en général. Ah oui. Voilà. C'est ça qui a payé, qui a fait sortir. Et d'où t'es venu l'instinct ou l'idée de mettre ça en place? Tu l'as déjà fait avec un athlète 3 terres par semaine ou c'était le premier sur qui tu faisais, Pierre Renaud? Parce que je te dis ça, moi, j'ai qu'un athlète où j'ai fait 3 terres par semaine, mais c'est vraiment, enfin, je sais que c'est pas un truc, ça se fait, mais c'est pas un truc courant. Du coup, je suis curieux de savoir comment ça t'est venu. Je crois que c'est mon premier, ouais. Je crois que c'est le premier à qui je fais ça. Ouais, bah, ça se passe bien en combi. Ouais. Bah oui. Est-ce que on n'est pas prêt de changer. Est-ce que c'est le fait qu'il avait aussi, enfin, tu savais qu'il allait avoir très peu de volume au final sur le squat qui t'a poussé à monter la fréquence sur le terre ou pas? Ou est-ce que s'il avait pu squatter davantage, tu aurais maintenu genre 3 terres et tu aurais augmenté le squat ou tu aurais dans ce cas-là rééquilibré en diminuant un peu le terre et en mettant plus de squat? Alors, mettons qu'il n'avait pas de douleur, j'aurais quand même diminué le squat pour qu'il fasse 3 terres par semaine. Ok, puisque le terre, c'était l'objectif principal. Ouais, et puis vu son terre, je sais qu'il peut tolérer 3 terres par semaine s'ils sont bien gérés. Enfin, il n'a pas un terre plein de compensation, très moche à voir ou quoi, et c'est un terre propre, c'est son mouvement, c'est bien naturel. Donc... Ok, très bien. Du coup, on va transitionner un peu sur la deuxième thématique. Donc, c'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement des compétitions que vous avez eues tous les deux. Donc, Noémie, toi, tu as enchaîné France, Monde et Europe. Et toi, Pierre, tu as enchaîné France, les sélections Europe et les Europes. On sait tous qu'enchaîner des grosses compétitions comme ça a un coût physiquement et ça a un coût, entre guillemets, mental et psychologique.
qui est différent pour chacun. Et je suis curieux de savoir comment vous l'avez vécu, parce que d'un côté, je me dis, enfin, c'est ce que je me dis, toi, Noémie, ça fait un moment que tu es à l'international quand même. Tu as déjà fait pas mal de choses à l'international. Je me dis que tu dois avoir une certaine pression de continuer à performer au meilleur niveau possible, en fait, parce que d'un côté, enfin, je sais pas, après, peut-être que tu t'en fous, mais tu as quand même des gens qui attendent de devoir performer, tu vois. Enfin, comment tu l'as vécu? Alors déjà, en plus, cette année, ça a été une année un peu bizarre parce que je venais de changer de coach et du coup, on m'attendait encore plus au tournant. Surtout que moi, ma principale concurrente, c'est une Française, donc c'est Shizuka. Et Shizuka, maintenant, elle est coachée par mon ancien coach. Ouais. Donc, du coup, je savais qu'il y allait avoir une très grosse bataille dès les championnats de France. Donc, je savais que je devais être en forme sur les 3 échéances parce que je savais que derrière, elle allait progresser, qu'elle allait avoir une grosse bataille. Donc, je me suis préparée à fond pour les 3 échéances. Et voilà, enfin, s'il y a pas... Ouais, c'était à fond depuis le mois de mai. En fait, je suis au taquet. Ok. Et simplement, enfin, mentalement, ça se passe comment? Est-ce que pour toi, c'est devenu quelque chose de normal et que tu appréhendes facilement? Ou est-ce que des fois, tu as quand même du mal sur le point psychologique? Est-ce qu'il y a des fois où ça devient difficile, entre guillemets? Alors, c'est plutôt des fois le contre-coup après la compétition. Okay. Après les championnats de France, déjà, ça a été compliqué parce que moi, je m'étais fait un petit peu mal à l'ischio et il y a eu plusieurs semaines où je n'ai pas pu squat. Et sachant que je préparais les championnats du monde, j'avais, je crois, 8 ou 10 semaines de préparation. Et pendant déjà plus d'un mois, je n'avais pas fait de squat du tout. Donc déjà, il y avait une petite pression au niveau de ce mouvement-là, sachant que ces championnats du monde-là, je les préparais depuis presque 2 ans parce qu'il n'y a pas eu de compète. Donc, se faire mal quelques mois avant l'échéance, ça a été dur mentalement. C'était, je crois, la préparation la plus dure que j'ai faite, ces championnats du monde-là. Et donc, faut être bien entouré derrière. Enfin, après, ça s'est très, très bien passé, mais j'étais pas à 100% au championnat du monde sur le squat. Ouais. Et après les championnats du monde, du coup, il y a eu un gros contre-coup où pendant, je sais pas, 4 semaines, j'avais pas envie de faire de la force. Et je savais qu'il y avait les championnats d'Europe derrière, pareil, à 2 mois, je crois, d'intervalle. Et je voyais Youssouf, il paniquait un petit peu, il me disait, mais là, Noémie, va falloir... Là, Noémie, il va falloir forcer. Je sais pas, je faisais 135 au squat, mais à la mort. Et il me disait, mais là, ça va pas être possible, faut forcer. Donc, et après, il y a eu un déclic. En fait, je me suis dit, mais là, tu viens de faire championne du monde. Il faut que tu fasses championne d'Europe. Enfin, je sais que derrière, il va y avoir une grosse concurrence aussi. Et à un moment, tu as le déclic et tu te dis, bon, allez, c'est maintenant parce que sinon, tu loupes le coche et c'est pas possible. Donc, il y a eu 4 semaines où j'ai rien fait, je me suis entraînée dur, mais j'y allais sans objectif de performance et j'y allais en mode si tu fais 130, 135 au squat, c'est bien, et puis tu rentres chez toi et c'est réglé. Et sauf qu'à un moment, tu vois, tu as le déclic et tu te dis, bon, maintenant, c'est maintenant que tu dois t'entraîner dur et c'est maintenant qu'il faut que tu t'entraînes, quoi, qu'il faut que tu forces. Quand tu prépares une compète, tu as une approche très drivée sur toi-même ou très drivée sur les autres? Genre, tu es très compétitrice en mode je vais niquer les autres, ou tu es plutôt. C'est pas compliqué, juste pour savoir. Moi, Youssouf, il sait très bien comment on coach maintenant, il a compris un petit peu. Et du coup, c'est en mode. Très compétitrice. T'as fait ça, mais elle a fait ça, il faut que tu fasses ça. Donc, tu vois, c'est pas. C'est plus centré sur les autres. Ça te stimule. Ouais, voilà, ça me stimule. Okay. Si j'aurais pas de concurrence, tu vois, en France, je suis sûre que j'aurais sorti des moins bonnes barres. Donc, tu vois, derrière, c'est la concurrence aussi qui me fait progresser. Et si j'aurais pas eu de concurrence en France, je pense que j'aurais sorti ça me stimule. Je sais pas, c'est comme ça. Et le changement de catégorie, du coup, ça te stimule davantage ou tu étais plus challengée auparavant? Genre la concurrence, là, tu la trouves plus difficile? C'est pas que c'est plus difficile, c'est que pour moi, la préparation est plus facile en moins de 52 parce que déjà, j'ai pas le stress d'être au poids ou pas. Et le fait de manger correctement, de ne pas me poser les questions sur mon poids de corps, j'arrive moins fatiguée à l'entraînement, je suis moins irritable.
Et du coup, je vis beaucoup mieux ma préparation en moins de 52. Et après, la concurrence, je trouve qu'elle est pareille en moins de 52 qu'en moins de 47 parce que j'avais une grosse concurrente aussi en moins de 47, l'américaine, Heather. Et en moins de 52, la concurrence est différente, mais ouais, il y a autant de concurrence pour moi dans les deux catégories. Donc, D'accord. Je rebondis sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur l'aspect mental. Déjà, je te remercie d'en parler comme ça librement, parce que je sais que en fait, ça touche beaucoup d'athlètes. Pour coacher pas mal d'athlètes, je le sais, tu dois le savoir aussi, Youssouf. Et tu as beaucoup d'athlètes, entre guillemets, de niveau intermédiaire, tu vois, après une saison classique ou même une compétition où ils ont mis beaucoup de hargne à préparer, ils vont avoir un contre-coup et un épisode dépressif. Et, et ils se rendent pas compte en fait que ça touche aussi les athlètes de haut niveau en fait, et ils voient sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression de voir les athlètes de haut niveau qui sont toujours à fond, et des fois ils ont tendance à se dire mais pourquoi ça m'arrive, c'est pas normal, tu vois, et ils ont presque envie des fois d'arrêter la force en fait dans les épisodes comme ça, et ils se rendent pas compte que c'est un truc qui est normal en fait, et je trouve ça cool d'en parler. Et du coup je voulais savoir, vu que tu fais du haut niveau, est-ce que tu es accompagné mentalement? Est-ce que tu as un préparateur mental? Ou est-ce que vraiment tu te gères toute seule là-dessus? non, moi, j'ai pas de préparateur mental. Ok. Après, j'ai jamais été pour les préparateurs mentaux. Pour moi, c'est quelque chose que tu as dans le sang ou c'est Ok. inné. Et donc, j'en ai jamais eu. Après, j'ai jamais ressenti le besoin parce que pour moi, ça vient naturellement. Et oui, effectivement, après, sur les réseaux sociaux, on ne montre pas tout. Donc, tu as l'impression qu'on est au taquet tout le temps. Mais il y a vraiment eu des semaines où je n'avais pas envie. Et je pense que c'est important aussi, des fois, de relâcher la pression après une compétition. De ne pas couper complètement, mais d'essayer d'aller à l'entraînement sans la pression de se dire il faut que je fasse ça au squat, il faut que je fasse ça au développé couché ou au terre. Donc, ce n'est pas des choses qu'on montre forcément sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est très important aussi de lâcher prise et de s'entraîner pour le plaisir et pas forcément d'avoir la pression de la compétition derrière. Tu arrives à prendre plaisir quand même quand tu prépares une compète, ou tu prends plaisir sur le fait d'avoir l'échéance et d'avoir la récompense, mais la partie prépa est compliquée? Ça dépend des séances. Il y a des séances où j'ai envie d'y aller, où j'ai envie de m'entraîner. Et je sais que ça va être difficile. Il y a des séances où j'ai pas envie et je me dis, j'ai pas le choix, j'y vais. Mais ouais, ça dépend vraiment. Il y a j'ai deux moods, on va dire, pendant la prépa. Et là, du coup, le post-Europe, parce que tu as tout enchaîné, tu l'as géré comment le post-Europe? T'as relâché la pression pour récupérer un peu, entre guillemets, mentalement, pour pouvoir être à fond plus tard, ou tu restes à fond Alors là, bizarrement, je suis repartie plutôt bien après les Europes, mais j'ai un petit peu peur en fait j'ai un petit peu peur d'être repartie trop vite après les Europes, parce que je sais qu'il y a les championnats de France qui arrivent mi-mars, et j'ai peur d'avoir été d'être déjà au taquet pour cette échéance-là et je sais pas. Enfin, je suis déjà dans mes bonnes performances, on va dire, mais j'espère que ça va pas m'amputer au championnat de France, et j'espère que je vais réussir à tenir cette préparation jusqu'au bout. C'est un petit peu le mood là que j'ai actuellement. C'est bien, tu performes déjà, mais est-ce que c'est pas trop tôt pour cette échéance? À voir, je ne sais pas. On pense quoi, Youssouf? Le coach est aux commandes. Non, je suis tranquille. Le bloc, il n'était pas fait pour qu'il soit sur trop d'accent en soi. Donc, je sais que la marge de progression est là. Je ne m'en fais pas pour ça du tout. C'est juste meilleur, en fait. C'est tout. Tu as juste progressé et du coup, tu es déjà sur des bonnes barres. Mais facile. Exact. Et du coup, je rebondis là-dessus. Youssouf, est-ce que toi, tu as une approche particulière là-dessus ou un point de vue particulier pour tes athlètes? Parce que je sais que j'en ai un, tu vois. Généralement, je ne veux pas m'étendre dessus, mais j'encourage toujours mes athlètes à, entre guillemets, périodiser leurs efforts mentaux, tu vois, pour être présents quand ça compte. Et quand on est loin des trucs, apprendre à prendre un peu de distance, tu vois. Comment tu gères pour tes athlètes? Qu'est-ce que tu les encourages à faire? Et surtout pour tes athlètes qui font du haut niveau, parce que tu en as pas mal. Attends, tu parles de la dimension mentale ou physique là? Mental. Comment. Ouais, même les deux, c'est lié. Hype, café, tout ça, tout ce qui stimule un peu le nerveux. C'est lié. Ça dépend vraiment. En vrai, moi, je n'ai pas une méthode pour les coups qui prédomine ou quoi. Parce qu'en me basant sur moi-même, sur mon expérience à moi, je sais que pour moi, ce serait plus contre-productif de me dire je sors d'une échéance, ou alors c'est dans 2 mois l'échéance, là, je ne vais pas me tourner épée pour ma semaine 1 RPE6, tu vois. Mais non, c'est semaine 1 RPE6, tu t'en fous, tu vas à bloc, tu vois, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Du coup, en vrai, ça dépend un peu des athlètes et même de leur période, dans le sens où
si je prends l'exemple de Ronan, un gars que j'ai qui n'est pas international, mais qui a un bon niveau et qui est pote à Pierre, lui, c'est pareil, c'est un mec qui écoute du métal H24 et qui est jamais Énervé à sans tension. chaque temps. Ouais, genre, il est constamment sous tension, tu vois. Et en général, ça tient bien. Après, il y a des périodes où soit il y a des stress hors de l'entraînement, soit il y a des douleurs qui ressortent, où je leur dis, bon, cette semaine, une ou deux, tu fais ton taf, te focus pas trop sur la charge, fais juste ce que tu as à faire. Mais c'est vraiment, c'est pas périodique, quoi. Ça arrive ponctuellement, de temps en temps. Je me dis, cette tête-là, il a besoin de sentir que tu n'as pas besoin de forcer maintenant. Fais ce que tu peux, ne te mets pas la pression. Mais c'est pas quelque chose qui revient à chaque post-compétition ou ça dépend vraiment du cas par cas, quoi. Ok. Et du coup, toi, Pierre, comment t'as… Parce que toi, du coup, c'était tes premières échéances internationales, Pierre. En Euh, force, ouais. Même pour les France, tu avais un gros concurrent au nom de Yanis Bouchou. Donc, tu as eu la pression plus ou moins tout le long parce que après, t'as dû être au taquet enfin, je suppose que tu as dû être au taquet à France. Tu as dû être au taquet aux sélections Europe pour aller décrocher ton minima pour faire Europe. Et derrière, tu as dû être au taquet à Europe. Du coup, comment tu as vécu tout ça et comment tu as vécu un peu tes premières échéances internationales d'un point de vue mental? Plutôt vachement bien. En vrai, plutôt vachement bien parce que quelle que soit en fait l'échéance, du coup, comme disait Youssouf, en fait, j'ai un passé sportif qui est assez important. J'ai toujours fait du sport en fait, et avant de faire de la force, je faisais de l'athlétisme à bon niveau, c'est-à-dire niveau championnat de France avec des podiums France, des choses qui se jouaient. Donc c'était déjà aussi, comme disait Noémie, un petit peu inscrit et une habitude en fait d'être présent sur les jours J. Et a priori, je suis toujours présent, sauf au test de sélection, sur le jour J. J'ai jamais battu, en fait, sauf au bench. En gros, à part le bench, tous mes records sont en compète. Ok. Le squat, ça joue à pas grand-chose vraiment. Et si c'était passé aux Europes, ça aurait été un record all-time. Et je prends le terre. Ça avait surpris certains de l'équipe de France. J'avais dit que pendant la prépa, 10 jours avant, en fait, j'avais fait mon plus gros terre à l'entraînement jamais sorti. Mon plus gros terre à l'entraînement jamais sorti en tradi, c'est 320. Ok. Donc, ouais, c'est pas exactement la même, 320 et 338,5. Et c'est pas du tout une barre, en fait, que je m'imaginais louper. Parce que du coup, tu parlais de mentalisation, d'imagerie mentale. Moi, je pratique pas mal ça, Ok. parce que ça a été le sujet de mon mémoire, parce que je trouve ça hyper intéressant et tout. Et du coup, j'en fais pas mal. Et cette barre-là, je l'ai imaginée plein de fois et jamais une seule fois en échec. Même j'ai fait des barres un peu plus lourdes en imagerie mentale et je les ai jamais loupées. Donc que ce soit pour le terre en très particulier ou pour les compétitions de façon générale, j'arrive, je vais pas dire serein, j'étais très stressé, mais positivement aux Europes par exemple, beaucoup plus qu'aux France, beaucoup plus qu'aux tests de sélection malgré tout. Un peu la pression de la première compétition, la pression aussi de la réussite, parce que j'avais fait un test de sélection qui était vraiment en demi-teinte, voire en teinte complètement noire. Ouais. Et du coup, je me disais que vraiment, il fallait que je montre que la sélection qu'on m'avait proposée, c'était pas parce que fallait remplir l'équipe, parce que j'avais incité, parce que j'étais le seul à ce niveau-là, et que c'était pas une erreur du tout, quoi. Donc, je pense que je l'ai plutôt prouvé avec le total que j'ai fait, plus 21 kilos, une 7e place, donc je gagne une place à la ranking board. Donc je pense que ça, le contrat était qu'on fait rempli aussi. Mais sur les échéances, de façon générale, j'arrive vraiment motivé et je peux bien les gérer. Là, les France, du coup, comme disait Noémie, c'est dans un peu plus de 2 mois. Et j'ai déjà envie. Je sais qu'il y a du travail pour justement être encore meilleur. Il y a encore 2 mois à faire et en 2 mois, il peut se passer plein de choses. Mais moi, à l'inverse, j'ai vraiment hâte, quoi. Tu as fait ton mémoire sur l'effet de la visualisation sur la performance? Non, moi, j'ai fait mon mémoire, c'était l'imagerie mentale, pour être à peu près précis, c'était l'imagerie mentale dans les rééducations de coiffe des pôles opérés.
Ok, d'accord. Ok. Ok. Et du coup, tu pratiques la visualisation avant les compétitions ou en continu tout au long de ta prépa? Tout au long de la prépa. Ok. Même, je le visualise en compète. Euh, Ça se voit en fait sur mes lifts. La plupart du temps, j'ai une petite pause en fait en face des barres et du coup, c'est en gros la dernière visualisation que je fais, mais je les visualise déjà en fait un petit peu dans la salle d'échauffement et tout au long de la prépa, je le pratique pas du tout à l'entraînement Ok. parce que bah, là, je suis focus vraiment sur, on va dire, la réalité physique, mais après, tout au long de la prépa, c'est pas des choses qui prennent énormément de temps hein, quand on maîtrise bien, mais j'en fais assez régulièrement quand je sens que justement il y a des choses à retravailler ou des choses que j'ai pas bien ressenties. Je le fais peu sur les accessoires, mais sur des choses où je me dis si tu faisais ça, est-ce que tu arriverais à faire quelque chose d'un peu mieux ou ouais ça s'est pas bien passé justement. Est-ce que tu pourrais essayer de le modifier un petit peu et le fait de le visualiser, de le mentaliser, ça permet d'apporter des modifications en fait sans mettre de la charge. Ça, tu dois un petit peu connaître du coup, Victor. C'est plus on est un bon imageur, il y a des tests qui existent, hein, plus on est un bon imageur, plus on peut se rapprocher pas que des performances, mais aussi des sensations qu'on a lors du mouvement et après vraiment l'appliquer dans la réalité physique lors des lifts. Et moi, avec le problème justement que j'ai à la hanche, ça me permet de rajouter une pseudo-charge sans les inconvénients que je vais avoir au niveau douleur. Quoi. Ok. Et je rebondis sur ce que tu parles sur l'imagerie mentale. Là, par exemple, pour ton record du monde au soulevé de terre, c'est quelque chose que tu as juste visualisé le jour J ou est-ce que tu vraiment, dans toute ta prépa, par exemple, 2 mois à l'avance, tu as commencé à visualiser que tu allais faire ta barre à 330, enfin, ton record au terre, tu l'as visualisé longtemps à l'avance. J'ai visualisé longtemps à l'avance. Ouais. Ok. Et de façon régulière ou? De façon assez régulière, après, j'ai pas de warm-up, de période où j'en fais, je me dis pas c'est tous les soirs, ça peut être 3 4 jours sans que j'en fasse absolument. Et puis après, je vais en faire 3 4 minutes. 3 4 minutes, déjà, en fait, en imagerie mentale, quand on est un bon imageur, c'est déjà relativement beaucoup parce que ça fait que du coup, la barre, vous la faites déjà. Si vous faites 4 minutes d'imagerie mentale, grosso modo, c'est 4 lifts à peu près, vu qu'il y a le temps de prépa avant. Donc, 4 lifts à ces charges-là, c'est fatigant. C'est très, très fatigant mentalement. Mais ouais, je les ai visualisés avant, mais ça faisait déjà un moment que je les visualisais parce que post-France, normalement, on avait réussi à obtenir en fait une inscription pour le Arnold Classic qui a été annulée et l'objectif était déjà présent. Ok. Après, du coup, il y a eu le test de sélection qui s'est mal passé parce que petit problème au squat, petit problème au bench et on n'arrive pas du tout dans le mood. Et du coup, je tente ce que était à ce moment-là aussi le record pour essayer de faire ma qualif. Mais là, à l'inverse, du coup, en imagerie mentale, elle n'était pas présente parce que trop de pression, parce que pas du tout dedans. Et je dis pas que si je l'avais bien visualisé, ce serait forcément passé, mais déjà, ça aide pas. Quoi. Alors que contrairement, là, au championnat d'Europe, je l'ai jamais visualisé raté et c'était passé. Quoi. Si jamais tu veux nous partager le lien du mémoire que tu as fait, si jamais tu l'as publié ou quoi, tu sais, en ligne, tu peux le mettre, on le mettra dans la vidéo si jamais tu veux On partager. n'a pas de. Ah, Ouais, j'ai que j'ai peut-être un PDF quelque part, mais de toute façon, ok. c'est des. Mais après, la bibliographie, je dois l'avoir, Ok. un minima, et du coup, dans la bibliographie, il y a aussi de la bibliographie axée sur le sport. Vu que Ok. c'est quand même. Ça a été beaucoup utilisé dans le sport, donc ça peut servir. Et il y a quelques setups mentaux aussi et les tests d'imagerie pour savoir si ça peut être un axe de travail pour certains. Ça peut toujours être intéressant. Ouais, je vais essayer de chercher ça. Et du coup, ton imagerie mentale, tu te visualises, toi, d'un point de vue extérieur, genre à la troisième personne en train de faire le mouvement, ou tu te visualises à la première personne avec, je sais pas, avec toutes les sensations que tu vas avoir, enfin, comment tu procèdes? Je suis intéressé. Moi, perso, je fais beaucoup de première personne. Je peux faire de la troisième personne pour d'autres situations, mais je le fais beaucoup à la première personne parce que c'est moi qui vais devoir le faire. Ok.
Et il y a un impact en fait, sur l'imagerie mentale, le fait d'imaginer de l'extérieur en troisième personne. Normalement, théoriquement, on a beaucoup moins de sensations. Ça peut être intéressant pour certaines mises en place, pour certaines modélisations. C'est pas du tout la même chose, mais certaines modélisations dans des espaces, sur un terrain, dans un sport collectif. Le troisième personne, c'est hyper intéressant. Mais dans un sport individuel comme le nôtre, moi, je fais que de la première personne. Et souvent, je visualise, c'est pour ça que je disais que ça prend. Un des critères de l'imagerie, c'est d'avoir le plus de facteurs de la réalité qui sont transposés dans votre imagerie. Donc, déjà, un des premiers facteurs, c'est le temporel. Et du coup, si votre lift, vous considérez que vous avez 1 minute pour faire chaque lift et que votre setup il prend 30 secondes et que vous savez que, par exemple, vous êtes lent comme moi au terre et que du coup, le mouvement, il va prendre 10 secondes plus les 5 secondes de prépa de barre, ça prend 45 à 1 minute d'imagerie. Mais moi, je fais quasiment que en première personne, justement, pour augmenter la pertinence et coller le plus possible à la réalité. Okay. T'en fais aussi, Nono? Non, par contre, moi, c'est plutôt avant une séance, on va dire, j'aime bien regarder ce que j'ai à l'entraînement et puis j'essaie de m'imaginer les barres que je vais faire. Mais en compète, pas trop, plutôt, on va dire, les premières barres. Et quelques semaines avant la compète, forcément, on pense à ses premières barres, etc. Donc, tu t'imagines un petit peu faire tes premières barres. Mais sinon, pas trop, c'est surtout à l'entraînement. J'aime bien savoir ce que je vais faire et j'ai une petite idée dans ma tête. Et voilà, j'imagine plutôt ma séance que. Mais sinon, non, pas trop. Et du coup, est-ce que tu es plutôt comme Pierre où tu performes beaucoup mieux en compétition qu'à l'entraînement ou c'est égal? On va dire que sur le squat et le développé couché, ça se rapproche de ce que je fais à l'entraînement. Par contre, au terre, effectivement, avec la hype, etc., je pense que j'ai quelques kilos de différence entre l'entraînement et la compétition, surtout sur le terre. Mais sinon, non, le squat et le bench, ça se rapproche de ce que je fais à l'entraînement. Après, et vas-y, parce que ça m'avait fait rager aux Europes, mais ça se diffère pas trop en termes de kilos, mais parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de la mettre sur la barre pour moi. En compétition, souvent, pour les mêmes charges, elle est beaucoup plus à l'aise. Sauf que forcément, quand tu as ce niveau-là et que justement, tu as tout le temps, à chaque compétition, il y a un gros match, mais tu peux pas te permettre de charger les 2,5 kg de plus pour. Tu sais jamais ce qui peut se passer, et de la rater et que ça te fasse perdre de l'avantage sur le match. Quoi, donc, okay. Mais surtout au bench, en compétition, elle est 10 fois mieux. Et vas-y. Du coup, maintenant toi que tu les connais, Youssouf, là par exemple pour les compétitions inter où tu peux pas, enfin vu que c'est le staff de l'équipe de France qui gère et que tu peux pas être avec eux, t'as anticipé sur le plan de match que ils performaient mieux en compétition pour faire leurs essais? Oui, moi pour Nono, je voyais pas ses barres au squat et au bench aux Europes. Même au terre, au final, on aurait pu gratter un peu plus, mais bon, ça malheureusement, c'est les aléas quand tu ne coaches pas tes athlètes en compétition. Mais ça a été pratique dans le sens où, heureusement, je les ai coachés en France. Parce que si je ne les avais pas coachés en France, effectivement, j'aurais du mal à faire leur plan de match sur les autres compétitions qui sont passées. Notamment Pierre, en vrai, avant que je le voie en France, parce que je n'avais jamais vu André avant, jamais j'aurais cru qu'il montait son terre, tu vois. Genre, je voyais l'échauffe avec 220 kilos, je dis putain, c'est long pour un mec qui a 320 plus, tu vois. Et au final, ça montait, donc c'était cool. Et pareil, Nono, je voyais comment s'échauffer, je voyais la différence entre chaque barre et sur ses essais. Il me disait, bon, ok, je sais comment il fonctionne et je sais ce qu'ils peuvent sortir. Et par rapport à la dimension mentale, un peu en compète sur la gestion de match, tu les gères de la même manière ou tu les gères différemment? Genre dans leur manière d'approcher la compétition, genre, je sais pas, de se hyper ou d'approcher. Est-ce que tu as une approche différente l'un avec l'autre ou est-ce que tu les laisses autonomes et t'interviens le moins possible sur ça? Je sais pas si Flo sera d'accord avec moi. Mais qui est-ce que tu frappes et qui est-ce que tu ne frappes pas? Bon, Noémie, je vais éviter. Je vais aggraver ses problèmes de dos. C'est assez encore plus. Mais en vrai, ce qui est cool avec les athlètes au niveau, en vrai, c'est qu'en ligne générale, et je dis bien ligne générale parce que ce n'est pas du tout toujours le cas, ils ont un relativement gros mental. Ils n'ont pas besoin que tu sois derrière eux les rassurer. Ils ont juste besoin de te sentir présent. Mais que ce soit Nono entre un lift et un autre, je ne parle pas. Elle, avec sa musique, elle insulte un peu tout le monde, elle s'énerve toute seule et ça va. Pierre, pareil, il met sa musique, il reste assis. Tu vois dans ses yeux qu'il est fou dans sa tête, mais... Il n'y a que toi qui insulte.
J'ai été témoin en France. Oh, putain, merde. Ou alors, toi, t'es expressive et il y en a, tu sais, ils refoulent, ils osent, c'est dans leur tête que ça se passe. Pierre, c'est ce genre de personne, tu le vois assis sur une chaise, si tu le regardes pas dans les yeux, tu vois pas qu'il est fou dans sa tête, tu vois. Mais du coup, non, ouais, entre Niftenos, j'ai même pas besoin de leur parler. Enfin, je suis juste là présent pour leur gueuler au moment de rentrer sur le plateau pour qu'ils restent un peu dans leur bulle et c'est tout, quoi. Okay. Et du coup, pour faire la transposition par rapport à comment Noémie approche les choses, toi, Pierre, t'es comment par rapport à tes adversaires? Tu te mets un peu la haine par rapport à tes adversaires ou t'es super centré sur toi-même? Je pense que je suis vachement centré sur moi-même. Ok. Parce que du coup, je peux regarder un petit peu ce que font les autres, plus pour savoir déjà où je suis en fait dans l'ordre de passage. Mais après, je suis très, 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 très centré sur moi parce que quoi que eux ils fassent, moi, ça va pas me faire changer mon plan de match. Ok, je comprends. En fait, sauf si, voilà, comme c'est le terre, mon mouvement fort et que c'est au terre que là tu peux jouer un match. Maintenant, sauf à 2,5 kg près parfois, je pense qu'avec Youssouf maintenant, on a pu voir que on avait un plan de match et c'est très très rare que je cherche à en déroger ou autrement, voilà, ça va être des plans de match à 2,5 kg en fonction de la sensation. Si on pense que du coup on peut chercher un petit peu plus tout en restant sur des bases assez safe pour construire un total. Mais je ne vais pas du coup trop regarder en me disant ah la vache, moi j'avais prévu que lui il fasse tant au squat et tant au bench et là du coup il a un total qui est vachement plus. Il faudra que je fasse un total et on verra à la fin ce qu'il faut faire pour repasser ou pour maintenir la position. Donc moi je reste très très centré sur moi-même et par rapport à Noémie qui est assez expressive, qui va beaucoup beaucoup plus marcher, parler et tout. Moi, je fais mon livre, je reprends mes écouteurs, hop, je m'assois et après dans ma tête c'est le silence des agneaux, quoi. Ok. Et du coup, là, Youssouf, sur l'enchaînement des compétitions, il y a des choses que tu as dû gérer de façon spécifique, vu qu'ils ont pas mal enchaîné les deux? Bah, franchement, il n'y a rien de bien spécial dans le sens où j'avais pas moyen de me dire bon, ils ont fait une compétition importante, là je ralentis, on relance petit à petit. Parce que pour les deux, c'était un enchaînement de compétition absolument fondamental dans le sens où tu n'avais pas d'être à 80%, tu ne pouvais pas. C'était Nono, tu finis les France, dans 2 mois, tu as le monde. Tu finis le monde, dans 2 mois, tu as les Europes. Pierre, pareil. Tu finis France, c'était encore pire. Dans pas longtemps, tu as les Arnold. On commence la prépa. Merde, il n'y a pas les Arnold, ils sont annulés. Bon, il y a le test sélection. Vas-y, tu prépares le test sélection. Bon, test sélection, c'est... Ah, finalement, tu es convoqué. Vas-y, on prépare. Donc, il n'y avait pas à gérer. Tu as juste à caler ta proc sur les 2 semaines, faire en mode qu'ils tiennent et le coup, le corps et pousser. Hein. Du coup, au niveau entraînement, là, en fait, à chaque fois, tu as juste repris ce qui a marché pour la pression de prépa en adaptant un peu le niveau de stress par rapport aux problématiques physiques, quoi. Exactement. Ok. Bah, écoutez, on arrive sur la fin du podcast, mais juste pour conclure, j'aimerais savoir un peu les objectifs que vous avez, Noémie et Pierre, là, pour du coup la saison qui s'annonce. On va commencer par toi, Noémie. Enfin, si tu veux parler de tes objectifs, hein, après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop en parler, donc c'est comme vous voulez. Bah déjà, essayer de refaire pareil. Donc, France, monde et Europe, ce serait bien. Essayer de battre les records, donc essayer d'avoir le record du monde au squat, le record du monde au terre et le record du monde au total. Ce serait bien, même si le total je l'ai déjà, essayer de l'augmenter, ce serait un bel objectif. Faire mon renfort, ce serait un bel objectif aussi. Et voilà, essayer de faire la même année, mais en essayant de battre ses records personnels et en essayant de conserver les records que j'ai déjà. Enfin, voilà, essayer de faire la même année, ce serait déjà top. Tu as la pression après une grosse année là de te maintenir. Je suis la tête à abattre. C'est sûr. Et toi, Pierre? Moi, j'ai pas trop l'habitude d'en parler, donc je vais rester un petit peu conservateur quand même. Je poste très très peu, parce que j'ai pas pris l'habitude de le faire que pour vraiment vraiment me cacher. Mais sur les objectifs, du coup, tu parlais de Yanis. Yanis, normalement, il a dit qu'il prenait
une année un petit peu plus focus professionnel que focus sportive. Donc, Digong, ça fait le plus gros concurrent qui disparaît pour un an, même si j'aurais beaucoup apprécié. Je m'entends très bien avec lui. Il m'a beaucoup aidé pendant les compétitions. Donc, j'ai hâte en fait qu'il revienne pour pouvoir le challenger de nouveau, qu'on se challenge tous les deux. Mais du coup, d'être champion de France, parce que j'ai été 2 fois vice-champion de France, ce serait bien d'être premier cette année. C'est le premier objectif à échéance à court terme. Il y a aussi, du coup, lors de ces championnats de France, faire la qualification pour les championnats du monde avec des minima qui sont à 760. Okay. Et après, du coup, championnat du monde, championnat d'Europe dans cette catégorie ou dans une autre. Et augmenter, du coup, le record du monde au terre. Et du coup, si j'augmente le record du monde au terre et que je viens chercher un 760 alors que j'ai un total à 743,5 actuellement, il faudra aussi travailler un petit peu sur les 2 autres lifts au niveau des records personnels. Ok. Et du coup, le KT. 93. C'est ce que j'allais te demander, mais du coup, tu l'as mentionné un peu implicitement dans cette catégorie ou dans une autre, donc on a compris qu'il y aurait du changement. Voilà. Okay. Le coach aime bien les athlètes plus lourds, quoi, disons. On va avoir une évolution, une transformation physique. Mais j'avais fait un post là-dessus en plus et vous aviez tout de suite rebondi la montée en catégorie. Ouais, c'est obligé. Depuis le temps que je lui dis, il doit en avoir marre. Et du coup, toi, Youssouf, c'est vrai. Et du coup, toi, Youssouf, c'est quoi tes objectifs là pour, si tu veux en parler pour En tant que coach ou en tant qu'athlète? Les deux. Ben, écoute, amener autant de médailles que possible à la maison, faire gagner mes athlètes, faire battre des records. Et que ce soit en Italie ou en France, et pour moi, ben, pareil, hein, je vais aller à l'international et reprendre une place qui me convient. Ok. Super. Plus conservateur, tu meurs. C'est clair. C'est le grand mystère. Bon, bah écoute. Je veux être bon. Point. Voilà, c'est. Pas bon. Plus. Excellent. Je vous remercie tous. Enfin, on vous remercie de vous être libérés aujourd'hui pour faire le podcast avec nous. C'était super et on était très intéressés de savoir comment vous appréhendiez tout ça. Et on remercie aussi tous ceux qui auront écouté le podcast jusqu'au bout, parce qu'on est quasiment à plus d'1 heure et demie. Donc voilà, merci à tous et on vous dit à la prochaine. Invité et à bientôt. Merci à vous deux d'avoir animé et invité le podcast aussi. À une prochaine. Justement à France, certainement. Ouais. On sera attentifs aux performances. Salut à tous. Au premier live. Salut. Ciao. The Strength Way Podcast. Relentless strength systems in the human